Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Voici les grands titres de l'actualité de ce début de semaine. Tout sourit au tennis monégasque, en simple, en double, en Coupe Davis et avec un tournoi que beaucoup nous envient. Et alors qu'hier, c'est Jannik Sinner qui a inscrit son nom au palmarès du Rolex Monte Carlo Masters, nous dresserons le bilan de cette belle semaine et nous regarderons aussi vers l'avenir avec la présidente de la Fédération monégasque de tennis, présidente du tournoi, Mélanie-Antoinette de Massy. Nous vous dévoilerons le résultat de la nouvelle campagne de promotion du tourisme monégasque. Nous avions suivi les coulisses de sa réalisation il y a quelques semaines aux quatre coins de la Principauté. Le Green Shift Festival s'est réinventé pour sa 4e édition. Il a eu lieu un peu plus tôt dans la saison et dans un nouveau lieu au Yacht Club, mais toujours avec pour ambition de favoriser les échanges pour imaginer demain et un monde plus durable. L'une des intervenantes du festival sera dans ce journal, Nolwenn Berthier, grimpeuse, est venue partager le propos de l'ouvrage dont elle est l'auteur, intitulé « Le monde du sport face à l'urgence écologique ». Et puis une opération qui remporte toujours un franc succès. Il y avait du monde aujourd'hui encore pour le don de plantes saisonniers organisé par la mairie. Je vous le disais en titre, quelle semaine pour le tennis monégasque. Hier s'est achevée l'édition 2026 du Rolex Monte Carlo Masters qui a vu la victoire finale de Jannik Sinner. Un tournoi qui aura encore fait le plein et qui nous aura fait vibrer avec le parcours de Valentin Vachereau qui a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. Pour dresser le bilan de cette édition qui restera dans les annales, nous sommes avec la présidente du tournoi. Bonsoir Mélanie-Antoinette de Massy. Bonsoir. Débutons par l'émotion qui nous a étreint, qui nous a parcouru tout au long de la semaine. On l'attendait et il a été au rendez-vous, peut-être même encore plus qu'on ne l'aurait rêvé. Quel sentiment vous a traversé en voyant le magnifique parcours de Valentin Vachereau ici chez lui à Monaco et dans un tournoi international de ce niveau? Une immense fierté, évidemment, c'est surtout une immense fierté et beaucoup de joie. Ça a été que du bonheur. Évidemment, je rêvais qu'il puisse aller en finale et gagner le tournoi, mais je n'ai aucun doute qu'un jour il y arrivera. Mais le fait qu'il soit déjà arrivé en demi-finale, les matchs qu'il a fait cette semaine, c'était fantastique. Et même son match contre Carlos Alcaraz, qui est quand même qui était jusqu'à aujourd'hui numéro 1 mondial. Il a 6-4, 6-4, il n'a vraiment pas démérité. Je pense qu'au deuxième set, sincèrement, il est sur quelques points. Il aurait vraiment pu gagner ce deuxième set. Et je suis excessivement fière de lui, comme je suis fière de tous mes joueurs, de Hugo Nys et Romain Arnaud également. Hugo qui malheureusement s'est incliné aussi en demi-finale. Au super tie-break, c'était vraiment une question de 2 points, comme vous connaissez tous le super tie-break, donc c'est presque une question de chance à ce moment-là. Et donc je regrette d'avoir pas pu avoir Hugo en finale, c'était tellement proche. Mais je pense que, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que nous devons être peu nombreux de fédérations à avoir un joueur de simple et un joueur de double, tous les deux en demi-finale d'un tournoi majeur, donc un Masters 1000 ou un Grand Chelem, la même année. Et donc je ne peux être que très fière. Oui, parce que ces victoires, ces performances, effectivement en simple, en double, c'est de la visibilité et de la crédibilité sur la scène internationale pour le tennis monégasque. Ah oui, bien entendu. Personne, tout le monde est surpris. Personne ne pouvait imaginer que Monaco, du haut de ses 2 km², le plus petit pays membre de la Fédération internationale de tennis, étant donné que le Vatican n'a pas d'équipe de tennis évidemment, le plus petit pays puisse avoir un joueur classé dans le top 20 maintenant en simple, un joueur classé dans le top 20 en double et un autre dans le top 50 en double. Donc c'est extraordinaire, c'était inespéré. Moi j'en rêvais, mais c'était inespéré. Nous allons reparler du tennis monégasque, mais bien évidemment le moment fort aussi du tournoi, la victoire finale de Jannik Sinner que vous connaissez bien, je crois. Quel regard portez-vous sur son sacre et sur le joueur qu'il est devenu aujourd'hui ? Il est extraordinaire. Il a gagné tous les Masters 1000 pour l'instant cette année. Il n'y a que le Grand Chelem, donc le Australian Open qui n'a pas gagné, mais il a gagné 5 Masters 1000 d'affilée, enfin maintenant 6 Masters 1000 d'affilée. Il a un talent absolument extraordinaire, mais
pour moi, il est assez évident que sur les prochaines années, sauf en cas de blessure, bien entendu, ce que je n'espère pas, mais sur les prochaines années, on va voir Yannick Sinner et Carlos Alcaraz dans les finales ou gagnant la plupart des tournois majeurs. Sinner, Alcaraz, ce type de finale, cette passe d'armes entre deux joueurs qui visaient une première place mondiale et un titre à Monaco, cela contribue à renforcer encore davantage le prestige du Monte Carlo Masters. Bien, nous avons toujours un tableau très fort, nous avons toujours entre 10 sur 10 du top 10 qui s'inscrit à notre tournoi. Généralement, on a 18-19 sur 20 parce qu'il y a toujours des blessures. Donc nous avons toujours un tableau assez extraordinaire. Mais c'est sûr que là, on a eu une demi-finale de rêve. On avait le numéro 1 mondial, numéro 2 mondial, numéro 3 mondial et Valentin. Qu'est-ce qu'un tournoi peut espérer de plus pour une demi-finale ? Alors on l'a vu, un bilan sportif, mais du point de vue organisationnel et populaire, qu'en est-il ? Écoutez, en termes d'organisation, je suis très fière de mes équipes. Nous avons de nouveau cette année battu nos records. Chaque année, nous battons nos propres records. Donc je suis vraiment heureuse et très fière. Pour vous donner un exemple, l'an passé, nous avions passé la barre symbolique des 150 000. Nous étions à plus de 154 000 personnes sur site. Cette année, nous sommes à plus de 155 000. On est à 155 863 pour être précise. Visiteurs, spectateurs, personnes sur site. Nous n'avons pas encore les chiffres d'audience parce qu'il y a encore des retransmissions là toute cette semaine, sur les prochaines semaines, mais nous savons d'ores et déjà que nous allons battre nos records aussi en termes d'audience, sachant que ces 2 dernières années, nous tournions autour des 270 millions de personnes atteintes. Ça, c'est tout compris, télévision, streaming, réseaux sociaux, etc. Donc, je pense que le tournoi fait vraiment rayonner la principauté de Monaco et c'est ce que nous essayons tous de faire, que ce soit au sein du tournoi, du club ou de la fédération. Oui, on l'a dit, un beau tournoi et puis une vraie dynamique autour du tennis monégasque ces derniers mois. Comment expliquez-vous cet élan qui est assez inédit entre les performances de Valentin Vachereau, le double, le parcours en Coupe Davis et plus généralement la qualité globale de tous les joueurs ? Comment allez-vous continuer à les accompagner et faire que tout cela se structure encore davantage ? Eh bien, c'est énormément de travail derrière à tous les niveaux, que ce soit de nouveau le tournoi, le club ou la fédération. C'est énormément de travail derrière. Nous sommes des très petites équipes qui travaillons à l'année. Et donc oui, c'est juste, je pense, un dévouement aussi et une passion pour chacun d'entre nous. Et moi, j'essaye d'être auprès d'eux, que ce soit mes collaborateurs ou mes joueurs, au plus près d'eux un maximum. Et nous avons depuis en fait 3 ans développé une vraie petite structure junior. Je suis d'ailleurs très fière parce que c'est la première année dans l'histoire de notre fédé où nous avons inscrit des juniors dans chaque catégorie d'âge dans les championnats européens. Et je suis aussi très fière de nos juniors. Ils sont fantastiques, ils ont une très bonne attitude. Vous avez dû les voir dans les stands soutenant Valentin avec leur survêt de la Fédération monégasque de tennis. Et voilà, donc en ce moment, écoutez, c'est une très bonne période pour le tennis monégasque et j'espère que ça continue comme ça et qu'on va aller de plus en plus loin. Merci Mélanie-Antoinette de Massy d'avoir été notre invitée. L'on sait que ce succès du tennis monégasque, il ne s'est pas seulement écrit sur les cours, on le doit aussi à l'attention, l'accompagnement que vous portez aux joueurs et à cet engagement sans faille qui est le vôtre en tant que présidente. Merci beaucoup. Merci à vous. Du sport encore avec du basket. La Roca Team s'est inclinée hier à Bourg-en-Bresse 104-81, mais ce qui n'empêche pas les Monégasques de conserver la tête du classement de Betclic Elite. Un beau résultat pour Tom Mattoni, ce jeune de Monaco que nous avions rencontré au mois de novembre dernier, en vol relatif à 4 Open avec l'équipe de France. Il a remporté 2 exceptionnelles médailles d'or en Coupe du Monde et en Championnat d'Europe dans la soufflerie de l'Équin, dans le Nord. Il était aux côtés de Mathieu Kisi et Alban Rumolo et vise maintenant le championnat du monde d'avion en fin d'année à Eloy, en Arizona. La direction du tourisme et des congrès lance une nouvelle campagne de promotion à l'international. Objectif, séduire une clientèle haut de gamme tout en valorisant un tourisme durable. Images solaires, expériences exclusives et mise en avant du patrimoine. La principauté réaffirme son positionnement unique avec tout ce qui fait ses spécificités. Je vous propose d'écouter à ce sujet Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès.
vous avez tous vu, vous avez tous aimé Monaco Like Nowhere Else. Aujourd'hui arrive Monaco, là où tout se vit, en anglais, Monaco Everything at Once. À Monaco, ce qui est très prégnant pour nos visiteurs, c'est que énormément d'expériences que l'on pourrait opposer naturellement adviennent dans le même temps, dans le même lieu. Et c'est cette richesse d'expérience, cette richesse émotionnelle que nous avons choisi de mettre en avant dans cette campagne. À Monaco, on va dire que la multiplicité devient langage, la juxtaposition devient une signature. Dans le même temps, vous pouvez être à la plage et accéder à l'opéra. Vous pouvez faire du yoga et aller au casino. Bien évidemment, nos codes vont s'appliquer, les codes du luxe, mais c'est cette permanence de l'expérience et de l'émotion que l'on va vivre que nous essayons de transmettre dans cette campagne. Des propos recueillis par Vanessa Dessy. Et sachez que cette toute nouvelle campagne est à découvrir depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes Visite Monaco et elle sera également dévoilée à New York sur Times Square cette semaine. Nous y reviendrons avec notre correspondant aux États-Unis, Bastien Bory. Le Green Shift Festival s'est clôturé ce week-end en principauté. Cet événement organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco aura rassemblé pendant 3 jours de nombreux intervenants pour mettre en lumière des engagements écologiques positifs et nous accompagner vers un monde plus durable. Ce soir, nous avons décidé de nous intéresser à la relation entre le sport et l'environnement avec des athlètes engagés. Nolwenn Berthier a excellé en escalade à haut niveau avec l'équipe de France. Aujourd'hui, elle s'engage pour un sport plus durable et elle est notre invitée ce soir. Elle est interrogée par Émilie Rousseau. Bonsoir Nolwenn Berthier. Bonsoir. Merci d'être en duplex avec nous. Tout d'abord, que vous inspire un tel événement comme le Green Shift Festival ? Le Green Shift Festival, dans ces temps où l'écologie n'est plus trop à la mode, ça met du baume au cœur. Vous étiez donc l'une des intervenantes pour parler sport et environnement, aux côtés d'autres acteurs engagés pour notre planète. Selon vous, aujourd'hui, le sport est au cœur d'une industrie dont les empreintes carbone sont très fortes ? Oui, tout à fait. Le sport, c'est à la fois un impact considérable, parce que c'est beaucoup de déplacements, c'est toute une industrie, tout un secteur, mais aussi c'est un pouvoir d'influence très important. Donc voilà, à la fois des impacts, mais aussi des potentiels. Oui, on peut dire que le sport est à la fois victime et acteur du changement climatique. Complètement, comme beaucoup de secteurs. On parle pourtant de durabilité et d'héritage depuis quelques années, notamment lors des Jeux Olympiques. Est-ce que l'on tend vers un sport plus sobre en ressources, plus durable ? On voit des initiatives qui vont dans ce sens-là, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment dans les institutions. Mais on voit que ça bouge. Votre engagement pour l'environnement est multiple. On peut citer par exemple le collectif Mission Possible ou votre web-série Une voix pour la nature. Quel a été le déclic de votre engagement ? Mon déclic, moi, il a été professionnel, parce que j'ai une formation d'ingénieur en énergie et environnement. Et c'est vraiment l'entrée dans le monde professionnel qui m'a fait prendre conscience de l'importance du rôle des organisations dans les changements de société. Et vous avez aussi un passé de sportif de haut niveau en escalade ? Tout à fait. Ce passé-là, il m'a donné envie d'utiliser ma voix de sportive pour porter ces enjeux, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, les sportifs et les sportives, on a un pouvoir d'influence. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, on est des modèles. Et c'est à nous de choisir ce qu'on veut promouvoir comme mode de vie en société. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir de porter cette parole. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas la seule à vous engager dans votre domaine. Vous avez collecté des récits inspirants dans votre ouvrage « Le monde du sport face à l'urgence écologique » paru aux éditions La Plage. Tout à fait. L'intention derrière ce livre, c'était vraiment d'inspirer par des actions, montrer que de manière très concrète, il y a des gens qui font déjà bouger les lignes dans ce secteur, que ce soit des athlètes, mais aussi des médias, des gens dans les institutions et aussi sur les territoires. Et montrer que du coup c'est possible et donner envie aux gens de faire pareil. Et justement Nolwenn, comment donner envie aux gens, comment faire bouger les lignes ? Alors moi je pense que pour donner envie aux gens, il faut montrer que c'est désirable et montrer que c'est possible. Donc mettre en récit nos vies de sportifs en montrant qu'on a des alternatives et que en fait c'est chouette.
Je pense que ça, c'est le plus important pour initier des changements de comportement et que ces changements de comportement ils durent dans le temps. Et je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Cela passe par l'engagement. On découvre même qu'il existe une charte des climato-sportifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors tout à fait, ça c'est porté par un athlète qui s'appelle Younes Nezar. Et c'est du coup une association qui vise à rassembler les sportifs et les sportives qui veulent s'engager. Et ils ont créé cette charte pour montrer quelles sont les actions pour être un sportif plus responsable. Et on invite tous les sportifs qui nous regardent à signer donc cette charte. Merci infiniment, Nolwenn Berthier, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup. C'est une initiative verte qui fait de nombreux heureux depuis qu'elle a vu le jour. 2 fois par an, des plantes sont offertes par la mairie au public. Un geste simple, écologique et très apprécié. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. Au printemps et à l'automne, la mairie de Monaco distribue gratuitement des plantes au parc Princesse Antoinette vouées à être retirées. Une initiative écologique pour lutter contre le gaspillage et promouvoir l'économie circulaire. 2 fois par an, en fait, on change les fleurs des parterres du parc Princesse Antoinette. Donc c'est l'occasion de mettre de nouvelles plantes un peu plus jolies parce que c'est des plantes saisonnières. Et plutôt que de jeter ces plantes directement à la poubelle, on les propose à la population puisqu'en fait, l'année prochaine, elles refleuriront. Et donc c'est vraiment l'occasion de leur offrir une seconde vie et de faire plaisir aussi aux personnes. L'objectif, c'est ouvert à tout le monde, donc à la population de Monaco, mais aussi à la population extérieure à Monaco. Donc c'est vraiment, tout le monde est libre de venir et de repartir avec sa plante et surtout de demander des conseils aux jardiniers pour justement offrir la plus jolie seconde vie à nos végétaux. Le public a répondu présent et s'est montré enthousiaste. Les visiteurs étaient ravis de repartir avec leurs plantes. Il y a toujours autant de monde, donc c'est pour ça qu'on est même un peu obligé de limiter le nombre de plantes par personne, pour que vraiment tout le monde puisse repartir avec sa plante. Le prochain rendez-vous du don des plantes est fixé à l'automne au parc Princesse Antoinette. Dans le sport, la performance passe aussi par une meilleure connaissance du corps. Professionnels de la santé et de la préparation physique se sont réunis à Monaco pour un symposium consacré à une articulation clé, la hanche. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel et Marie-Ève B. Médecins du sport, kinésithérapeutes et préparateurs physiques se sont réunis au Novotel, une journée de conférences et d'échanges consacrés à la hanche, une articulation essentielle dans la performance sportive, mais aussi dans la prévention des blessures. Parmi les intervenants lors de ce symposium, Thomas Séraphin, kinésithérapeute et ostéopathe, qui accompagne notamment les footballeurs professionnels. Pour lui, la hanche joue un rôle central dans l'équilibre du corps et dans la récupération des sportifs. En fait, elle est essentielle chez le sportif car elle porte le sportif. Elle est entourée d'énormément de muscles et elle est très difficile à atteindre en profondeur parce que ces structures comme le nerf sciatique ou les muscles profonds, les pelvitrocantériens notamment, et toute la sphère du petit bassin est difficile à atteindre. Tout ça se congestionne pendant l'effort. Suite à leurs efforts et matchs, entraînements, répétitions, changements de direction, tous ces muscles-là, ces structures-là se congestionnent et c'est pour cela qu'elle est super importante pour le sportif. Lors de ce symposium, il a également présenté Lightback, une méthode qu'il a développée pour améliorer la mobilité, protéger la hanche et favoriser la récupération des athlètes. En matière de récupération, il y a tout ce qui est étirement, mobilisation par le kiné. Et maintenant, il y a d'autres méthodes comme le lie-back, par exemple, qui permet de décoapter aussi bien la coxo-fémorale et, grâce au glissement postérieur de la tête fémorale, libérer des espaces qu'on ne pouvait pas libérer avant dans la hanche. Cette méthode que j'ai créée s'utilise seule ou avec l'aide d'un thérapeute, de votre thérapeute. Et le lie-back, le dispositif en fait crée une compression qui, grâce à l'immobilisation du sacrum, crée une décompression dans la hanche par le principe de prise contre prise et vient ouvrir l'espace infrapiriforme, vient étirer de manière contrôlée tous les muscles fessiers qui ne sont pas accessibles normalement.
Un symposium qui aura donc permis aux professionnels présents de partager les dernières avancées en matière de mobilité, de rééducation et de préparation physique avec un objectif, mieux comprendre le rôle de la hanche dans la mécanique du corps pour améliorer la performance et préserver la santé des sportifs. C'est un voyage astral et musical que nous vous proposons maintenant avec la symphonie Les Planètes de Gustav Holst, un monument de la musique. Le concert avait lieu hier avec l'OPMC à l'auditorium Régnier 3 et sous la direction de Charles Dutoit. José Sacré et Thomas Deus y ont assisté. La violoniste Clara Juni Kang, en soliste de la symphonie espagnole d'Édouard Lalo avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Charles Dutoit, c'était dimanche 12 avril à l'Auditorium Régnier 3, en prélude à une œuvre monumentale, le poème symphonique Les Planètes de Gustav Holst. Les Planètes de Gustav Holst, d'une durée de près d'1 heure, nécessitent, outre un chœur de femmes, le chœur de chambre 1732, un orchestre près de 100 musiciens, des musiciens très sollicités depuis quelques semaines avec l'opéra, les créations du Printemps des Arts et la Turangalila Symphonie de Messiaen. Le travail est vraiment très prenant, on a une surcharge considérable avec des programmes magnifiques, mais très compliqué et physiquement très difficile, mentalement et physiquement. Mais après, quel bonheur de jouer ces œuvres nouvelles. Là, on va de découverte en découverte et d'œuvres grandioses en œuvres grandioses. Les Planètes de Gustav Holst n'ont pas été données à Monaco depuis 2013. C'est vraiment un voyage dans le cosmos, je pense, dont les gens se souviendront très longtemps. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Chrisinda Petit-Homel. À suivre également les experts foot avec Christophe Paco et Grégory Campi. Et nous refermons cette édition comme nous l'avons commencé sur du tennis avec les photos de Manuel Vitali qui nous a fait vivre tout au long de la semaine dernière le Rolex Monte Carlo Masters à travers son regard. Très belle soirée à vous. À demain, 19h sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous. Pour demain sur la Principauté, le temps s'annonce assez changeant. Le ciel sera partagé entre de belles éclaircies et des passages nuageux, laissant alterner moments lumineux et ambiance un peu plus grise au fil de la journée. Côté température, elles resteront douces pour la saison avec des minimales autour de 14 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés dans l'après-midi. Sinon, demain, nous fêterons également les Maximes, un prénom d'origine latine qui signifie le plus grand, souvent associé à la sagesse et à la mesure.